Mon nom est Héloïse Dubois. Il y a un mot qui résonne en moi depuis des années, un écho permanent de la voix de l'homme le plus important de ma vie. Tu n'es rien sans moi. Ces mots, prononcés lors d'une soirée glaciale dans notre appartement haussmannien du 16e arrondissement de Paris, ne visaient pas seulement à blesser. Ils visaient à anéantir. Mon père, Gérard Dubois, n'était pas un homme d'affaires ordinaire. Il était le patriarche d'une véritable institution française, la Maison Dubois, une manufacture horlogère de luxe dont l'histoire remontait à la Belle Époque. Pour lui, la tradition n'était pas un choix, c'était une religion, et la technologie moderne, mon domaine d'expertise, était une hérésie. C'est l'histoire de la façon dont cette phrase, cette sentence, m'a poussé à bâtir un empire en secret. Et comment une simple sonnerie de téléphone, la plus banale des interruptions, est venue briser son monde, me donnant la vengeance que j'avais tant désirée, pour finalement m'offrir quelque chose de bien plus précieux, le pardon et la réconciliation. Si vous avez déjà eu le sentiment d'être rabaissé par ceux qui devraient vous élever, restez avec moi. L'humiliation n'est jamais une fin. Elle est le carburant le plus pur pour une vengeance calculée. Avant de plonger dans les détails de ma vie d'exil et de mon retour fracassant à Paris, mettez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Quelle est la pire chose qu'on vous ait dite pour vous sous-estimer? C'est dans l'ombre de la grandeur que la vraie force se forge. J'ai grandi au milieu du tic-tac incessant des mécanismes d'horlogerie, l'odeur du laiton poli et du cuir fin. La Maison Dubois était mon terrain de jeu, mais elle était aussi ma prison. Mon père y régnait avec une autorité absolue, sa fierté étant à la mesure du prestige de nos montres. Notre nom était synonyme de haute horlogerie, d'artisanat séculaire. Notre vie familiale était rythmée par les dîners guindés, où chaque conversation, même la plus anodine, tournait autour de la gloire de la maison et de l'importance de préserver l'héritage. Mon frère aîné, Julien, était l'enfant en or, l'héritier désigné, malgré son manque total de discipline et son penchant pour les voitures de sport et les casinos. Il était charmant, oui, mais superficiel. Mon père fermait les yeux sur ses dettes croissantes et ses absences prolongées, le voyant uniquement comme le prolongement de la lignée Dubois. Moi, Héloïse, j'étais la cadette, l'enfant invisible de 28 ans, celle qui avait fait Polytechnique et développé une passion obsessive pour la numérisation du luxe. J'ai vu l'avenir de la maison sur Internet, dans le e-commerce de précision, dans la blockchain pour garantir l'authenticité des pièces. Mon père, lui, ne voyait que des écrans froids, des menaces pour son artisanat sacré. Il m'appelait affectueusement « ma petite ingénieure », un terme qui, dans sa bouche, sonnait comme un doux mépris. Mes tentatives d'introduire un système de gestion des stocks modernisé étaient accueillies par un sourire condescendant. « Ma chérie, laisse le digital aux Américains et occupe-toi de choisir le bon vin pour les clients japonais. Ce n'est pas le rejet qui m'a fait le plus mal. C'est le fait qu'ils ne me prennent jamais au sérieux. » J'étais l'enfant intelligent, mais pas l'héritière digne de confiance. J'ai supporté les humiliations, les remarques sarcastiques de mon frère sur mon obsession pour les ordinateurs, et le silence gêné de ma mère, Marie-Claire, qui choisissait toujours la paix du foyer plutôt que de défendre ma légitimité. Mais l'humiliation qui a tout changé, le point de rupture, est survenue le jour où j'ai osé présenter mon plan de transformation numérique devant le conseil d'administration de la Maison Dubois, composé de vieux amis de mon père, des hommes aux opinions aussi rigides que les mécanismes de nos montres les plus anciennes. J'avais passé 6 mois à préparer cette présentation, chiffrant le potentiel de croissance, identifiant les nouveaux marchés de la clientèle asiatique en ligne, et proposant une plateforme cryptée pour tracer chaque pièce de luxe, garantissant l'anti-contrefaçon. J'ai parlé avec la ferveur d'une véritable entrepreneuse. 10 minutes après le début, mon père s'est levé, sa main posée sur l'épaule de mon frère qui venait de s'assoupir. C'est très académique, Héloïse. Mais la Maison Dubois vend des pièces d'artisanat, pas des gadgets. Nos clients veulent du tangible, pas du virtuel. Notre histoire n'est pas codée sur un serveur, elle est gravée dans le temps. Il s'est tourné vers l'assemblée, un rictus froid. Elle a de bonnes idées, mais elle n'est rien sans le prestige du nom Dubois. Elle n'est rien sans moi. Ces 5 mots ont claqué comme un coup de fouet. J'ai senti le sang monter à mes joues, les larmes de rage brûler mes yeux, mais je ne les ai pas versées. J'ai rangé mon ordinateur portable sans un mot,
salué poliment l'assemblée qui détournait le regard, et j'ai quitté la salle de réunion et la maison ce jour-là. Je savais que ma vengeance ne serait pas dans les larmes ou les disputes, mais dans la preuve silencieuse et brutale qu'il se trompait. Je n'étais pas rien. J'étais une force qu'il avait choisi d'ignorer. Mon départ de Paris fut une non-affaire pour ma famille. Pour eux, c'était une crise de jeunesse, un caprice de petit ingénieur qui reviendrait la queue entre les jambes quand elle aurait épuisé son petit héritage maternel. J'ai coupé les ponts, me contentant de vagues appels occasionnels pour rassurer ma mère. J'ai atterri à Londres, pas pour fuir, mais pour mieux construire. J'ai pris un nom d'emprunt pour mes affaires. Elsa Lumière. Un nom qui, comme une lumière, devait percer l'obscurité du mépris familial. J'ai investi mes maigres économies dans le développement de ce qu'il avait rejeté. Une plateforme digitale de traçabilité et de vente ultra sécurisée destinée au marché du luxe. L'ironie était douce. Je bâtissais mon succès sur la faille même qu'il refusait de voir. Les débuts furent un enfer. J'ai enchaîné les nuits blanches dans un studio minuscule à Shoreditch, vivant de café et de pâtes, mais chaque ligne de code était un acte de défi. Mon génie, étouffé par la tradition familiale, a explosé. En 2 ans, Aurore Digital était devenu un nom incontournable dans la tech du luxe. Les grandes maisons que mon père considérait comme des concurrentes archaïques faisaient désormais appel à mes services. Mon approche de la traçabilité par blockchain était révolutionnaire. Elle résolvait le problème de la contrefaçon, la bête noire du marché. Les investissements se sont enchaînés, la valorisation a grimpé, et j'ai racheté stratégiquement de petites entreprises de logistique et de marketing spécialisées dans les produits français de luxe, des entreprises dont la Maison du Bois dépendait sans le savoir. Je suis devenue une entrepreneuse respectée, reconnue pour ma réclusion et ma vision avant-gardiste, toujours cachée derrière le pseudonyme d'Elsa Lumière. Mon père, plongé dans l'arrogance de son petit monde parisien, ne soupçonnait rien. J'étais toujours, pour lui, cet enfant un peu perdu à l'étranger. Pendant ce temps, les nouvelles de Paris, filtrées par ma mère lors de rares conversations, étaient de plus en plus inquiétantes. Julien, le fils en or, gérait la Maison du Bois de manière désastreuse, accumulant des pertes et des scandales de mauvaise gestion. Les montres n'étaient plus livrées à temps, les clients historiques se plaignaient, et la marque, qui ne vendait plus qu'en boutique physique, sombrait dans l'obsolescence face à la concurrence qui, elle, avait embrassé le numérique. J'avais les rênes de son destin entre mes mains, et je m'apprêtais à les serrer. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un plat qui se prépare avec patience et une précision chirurgicale. J'ai passé des mois à surveiller les rapports financiers de la Maison du Bois, à identifier ses créanciers les plus agressifs et ses faiblesses structurelles. J'ai vu que mon père, par orgueil, ne demandait d'aide à personne. Il se débattait seul dans son secret, s'endettant auprès de banques étrangères peu scrupuleuses, juste pour ne pas avouer l'échec de son fils et l'obsolescence de son modèle. J'ai donné l'ordre à mon équipe financière de monter un dossier d'acquisition anonyme. L'offre était si alléchante, si bien structurée, qu'elle masquait parfaitement l'identité de l'acheteur. Il s'agissait d'une OPA, offre publique d'achat, camouflée, utilisant un fonds d'investissement suisse comme paravent. La transaction était structurée pour prendre le contrôle majoritaire et, dans un premier temps, sauver l'entreprise de la faillite imminente due à la mauvaise gestion de Julien. Mon père avait rejeté l'offre par principe, la qualifiant d'insulte étrangère à l'honneur français. Mais il avait commis une erreur fatale. Il ne l'avait pas lu en détail. Le plan B était prêt. Le rachat direct des dettes. Je suis revenue à Paris 3 jours avant le dîner de l'Épiphanie, la soirée traditionnelle où la famille se réunissait pour tirer les rois et discuter de l'avenir de la maison. Je n'étais plus Héloïse, l'étudiante mal fagotée. J'étais Elsa Lumière, la femme d'affaires. J'ai opté pour une discrétion ostentatoire. Je suis arrivée dans un tailleur Chanel impeccablement ajusté, un carré Hermès noué au cou et au poignet, une montre unique, non pas une Dubois, mais une pièce d'horlogerie indépendante que j'avais commandée et personnalisée. L'appartement sentait le cire d'abeille et l'anxiété. J'ai senti la tension dès que ma mère m'a ouvert la porte. Elle m'a regardée de haut en bas, sans oser commenter. « Tu as... bonne mine, Héloïse », a-t-elle murmuré, ses yeux glissant sur le discret bracelet en diamant que je portais. Mon père était dans son bureau, le même sanctuaire de cuir et de boiserie où il m'avait humiliée. J'ai frappé,
et je suis entrée sans attendre l'invitation. Il était penché sur des liasses de documents, les lunettes de lecture sur le nez, l'air vaincu. « Héloïse, tu es en avance. » Son ton était étrangement neutre. Je l'ai regardé, lui le roc de ma jeunesse, brisé par des années d'orgueil mal placé. J'ai posé mon sac à main sur son bureau, un sac en croco d'une valeur supérieure au salaire annuel de Julien, et j'ai croisé les bras. Je ne suis jamais en retard, papa. Surtout quand il s'agit de la maison du bois. J'ai laissé planer le silence. C'est à ce moment-là que j'ai senti la première fêlure de son armure. Il a levé les yeux, son regard s'arrêtant sur ma montre. Ce n'était pas l'opulence qui l'a frappé, mais la précision de sa fabrication. « Jolie pièce », a-t-il dit, une reconnaissance professionnelle que je n'avais jamais eue de lui. J'ai souri intérieurement. Le jeu avait commencé. Pendant le dîner, l'atmosphère était irrespirable. Mon frère Julien parlait fort, de manière excessivement enthousiaste, compensant visiblement la pression. Il parlait d'un partenariat stratégique à venir. Une rumeur qui courait depuis des semaines dans la presse spécialisée. Le rachat imminent par le fonds d'investissement suisse que je contrôlais. Mon père le laissait parler, le regard vide, ne touchant pas à son verre. « Je crois que j'ai vu passer un article », ai-je dit, brisant la façade avec une voix faussement innocente. « Le fonds suisse. Ils ne cherchent pas un partenariat, n'est-ce pas? Ils cherchent une acquisition pure et simple. » Le silence s'est fait total. Julien s'est étouffé avec sa galette. Mon père a planté son regard dans le mien. Un mélange de surprise et de rage. « Tu es bien renseigné pour quelqu'un qui est censé être en voyage d'agrément à l'étranger. »« Je suis en voyage d'affaires, papa. » ai-je corrigé doucement. « J'ai ma propre entreprise. J'ai ma propre vie. Et mon travail est de comprendre les acquisitions dans le secteur du luxe. C'est ce que j'avais essayé de vous expliquer il y a des années. » J'ai posé une question qui est allée droit au cœur de sa faiblesse. Quelle est la date limite pour l'offre du fonds suisse? J'ai entendu dire qu'elle expirait dans 24 heures. Le visage de mon père s'est décomposé. C'était la confirmation que tout était vrai. La maison était en vente et l'acheteur n'était pas français. Il était acculé. Il a balbutié une excuse pour aller prendre l'air. C'était mon signal. L'OPA, anonyme que j'avais lancé il y a 6 mois et qu'il avait rejeté, était en fait ma première main tendue, qu'il avait refusée par orgueil. Le temps était venu de lui faire subir le test ultime de sa détresse et de sa loyauté, même involontaire. J'ai attendu qu'il soit dans son bureau, loin des regards. J'ai feint de le chercher, et je me suis dirigée vers lui. Il était assis, la tête entre les mains. « Laisse-moi tranquille, Héloïse », a-t-il soufflé. J'ai posé ma main sur le dossier de son fauteuil, sentant la texture du vieux cuir. « Je peux t'aider, j'ai quelques connexions, mais pour cela, il faut que tu sois honnête avec moi. Que se passe-t-il réellement avec Julien et la gestion de la trésorerie ?» Mon père a levé les yeux. Ses traits tirés par le désespoir. C'est un gouffre, des dettes qui dépassent l'entendement. S'il ne vend pas, c'est la faillite assurée et la ruine de notre nom. Je dois vendre pour sauver l'honneur, même à ces vautours suisses. J'ai senti l'excitation glaciale de la victoire monter en moi. Le temps de la pitié n'était pas encore venu. Tu as raison. Tu dois vendre. Mais pas à eux. Je connais un fonds qui peut te proposer une meilleure offre, un fonds qui respectera le savoir-faire de la maison. Mais il prendra la majorité des parts. Il a ricané de façon amère. Et que me demanderas-tu en échange, Héloïse? Le titre d'ingénieur en chef? Tu as ton petit business à l'étranger. Fais-le. Moi, je gère ma fin de vie. J'ai souri. Le mépris était toujours là. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence faire le reste. L'heure était venue. Nous étions de retour à table. La galette des rois posée au centre. Mon père a tapé 2 fois son verre avec sa cuillère. Ses mains tremblaient. « J'ai une annonce à faire », a-t-il dit d'une voix rauque, fixant le tapis. La maison du bois va passer sous la gestion d'un partenaire financier étranger. C'est pour le bien de l'entreprise. Julien a soupiré de soulagement, visiblement libéré du fardeau. Ma mère a pleuré silencieusement. J'ai attendu, les muscles tendus. C'est alors que, dans le silence accablant, la sonnerie du téléphone s'est fait entendre, mais pas celle de mon père. C'était la mienne, celle que je n'utilisais que pour les affaires cruciales. J'avais laissé mon téléphone de tous les jours dans mon sac, mais j'avais ma ligne sécurisée Elsa Lumière dans la poche intérieure de mon tailleur. C'était mon responsable juridique à Londres. J'ai décroché, sans hésiter, au milieu de la table. « C'est Héloïse Dubois », ai-je dit clairement.
utilisant mon vrai nom pour la première fois dans une communication professionnelle depuis des années. J'ai fait une pause dramatique, sentant tous les regards fixés sur moi. Le transfert des actifs du fonds de la famille Schmidt est confirmé. Oui, l'acquisition de la dette majoritaire de la Maison du Bois est effective. Signé. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone sur la table. L'onde de choc fut physique. Mon père a blanchi, Julien a laissé tomber sa fourchette et ma mère a étouffé un cri. « De quoi parles-tu » a bégayé mon père, la confusion se mêlant à une horreur grandissante. J'ai ramassé le téléphone, activé le haut-parleur et rappelé mon responsable financier. Confirmé l'acquisition des dettes par Aurore Digital à la minute même et envoyé le document de notification de rachat au bureau de M. Gérard Dubois. La voix impeccable de mon CFO a retenti dans la salle à manger. « C'est confirmé, mademoiselle Dubois. Aurore Digital détient 51% des dettes de la Maison du Bois. Vous en êtes techniquement le propriétaire majoritaire. » J'ai éteint le haut-parleur. « Surprise, papa. La sonnerie de téléphone que tu viens d'entendre était le signal de ton salut. Ou de ta chute. » Je me suis levée, ma voix claire et ferme, contrastant avec le chaos ambiant. Je ne suis pas en voyage d'agrément. Je suis la PDG et fondatrice d'Aurore Digital, la plateforme que tu as jugée académique il y a des années. C'est mon entreprise qui vient de te racheter. C'est moi, ton rien sans toi, qui vient de sauver ton nom de la faillite et de la main des Suisses. La table était une scène de carnage émotionnel. Mon père ne pouvait plus parler. Sa fierté le rongeait. Julien est devenu hystérique, me traitant de traîtresse. Ma mère, Marie-Claire, était la seule à me regarder avec un mélange de terreur et de compréhension. Je me suis penchée vers mon père, le regard dur. « Tu m'as dit que j'étais rien sans toi. J'ai passé les 10 dernières années à prouver que j'étais tout sans toi. Et maintenant, tu es rien sans moi. » La vengeance était un goût amer et puissant. J'ai tendu un document imprimé, l'accord de restructuration. Signe ça. Tu restes le visage de la maison pour 1 an. Je prends le contrôle total des finances et du digital. Julien est dehors dès ce soir. C'est ça, ou la faillite. Le choix t'appartient, mais le temps est compté. Il a pris le stylo. Sa main tremblait encore, mais pas d'horreur. Il y avait autre chose dans ses yeux. De la peur, oui, mais aussi une lueur. De soulagement. Le choc s'est lentement dissipé, remplacé par une résignation glaciale. Mon père a signé. Julien, hurlant sa rage et son humiliation, a été escorté par la sécurité que j'avais postée discrètement. Le lendemain, je suis devenue la PDG de la Maison du Bois en pleine restructuration. Mon père errait dans les couloirs comme une ombre, incapable de me regarder en face. La victoire que j'avais tant désirée avait un goût de cendre. J'avais gagné, mais j'avais brisé un homme, l'homme qui m'avait donné la vie, même s'il m'avait maltraité avec son mépris. L'entreprise était techniquement sauvée, mais la famille était en ruine. J'étais assise dans le bureau de mon père, le regard fixé sur les vieux plans de montre, lorsque ma mère est entrée. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes. Ses yeux, d'habitude fuyants, me fixaient. « Tu dois savoir la vérité, Héloïse, » a-t-elle dit. « Tu as ta vengeance, mais tu n'as pas l'histoire complète. » J'ai senti que le tournant de l'histoire, le véritable cœur de mon récit, était arrivé. Ton père n'est pas un homme méchant, seulement un homme terrifié. Elle m'a raconté la véritable histoire, un récit sombre qui avait commencé bien avant mon humiliation publique. Il y a 15 ans, Gérard Dubois avait découvert qu'il souffrait d'une maladie cardiaque dégénérative, une maladie rare, progressive, qui lui laissait quelques années de vie. L'horreur de sa propre mortalité l'avait transformé. Il ne voulait plus que le meilleur pour moi, mais il était obsédé par l'idée de ma sécurité. Il voyait la Maison du Bois comme un navire qui allait couler avec sa mort, a expliqué ma mère, les larmes coulant sans retenue. Il avait déjà vu des familles se déchirer pour des successions. Il ne voulait pas que tu sois lié à un naufrage financier, un combat fratricide, ni à l'immense pression de l'héritage. La véritable raison de son rejet brutal, il voulait que je le déteste. Il voulait que je m'en aille, que je sois forcée de bâtir tout, toute seule, loin du poison de l'héritage familial. Son mépris n'était pas du dédain, c'était un bouclier, une poussée brutale pour m'assurer la survie et la fortune dans un environnement que lui-même ne pourrait plus contrôler. La phrase « Tu n'es rien sans moi » n'était pas dirigée contre moi, mais contre la maladie, contre la mort qui allait le rendre incapable de me protéger. C'était une provocation calculée,
Une agression verbale pour garantir mon exil réussi. J'ai senti que toutes mes certitudes s'effondraient. La vengeance n'était qu'un malentendu tragique, une réaction à une agression qui était en réalité un sacrifice de fierté. J'ai regardé ma mère. Et Julien ? Julien, il le savait. Mais il est trop faible pour assumer la pression. Ton père a préféré donner les rênes à l'incompétence, pour s'assurer que l'entreprise coulerait avant que tu ne sois obligé de t'y attacher. C'était un plan terrible et orgueilleux, mais un plan. La vengeance était morte. Le pardon était né. Ce n'était pas le pardon facile, mais celui qui vient d'une compréhension totale de la souffrance de l'autre. J'ai trouvé mon père dans le jardin, regardant les toits de Paris. Je me suis approchée. « Je sais », lui ai-je dit simplement. Il n'a pas eu besoin de demander ce que je savais. Il a hoché la tête, les yeux embués. « Je suis désolée d'avoir été un homme lâche. C'était la seule façon que j'ai trouvée pour te forcer à l'indépendance. La fortune ne t'aurait jamais donné le talent, mais l'urgence, oui, je l'ai pardonné, non pour ses mots, mais pour son amour malhabile et agressif. Notre réconciliation n'a pas été une étreinte de conte de fées, mais un nouveau contrat professionnel. J'ai conservé le contrôle d'Aurore Digital et j'ai fusionné sa technologie avec la Maison du Bois. J'ai gardé mon père comme président d'honneur et mentor, me servant de sa connaissance de l'artisanat pour guider ma vision numérique. Le final inattendu et fascinant, j'ai utilisé ma fortune pour créer une fondation de recherche pour sa maladie, au nom de la Maison du Bois. Notre vengeance, ma victoire, est devenue un acte de rédemption mutuelle. Nous avons transformé le prestige de notre nom non seulement en richesse, mais en un legs de bienveillance. Notre entreprise est redevenue florissante, moderne, mais avec une âme. Le tic-tac des montres du bois a repris, plus fort que jamais, porté par le digital que j'avais introduit. Et mon père, dans ces derniers mois, a eu la chance de me voir non pas comme un rien, mais comme tout, l'héritière qu'il avait forgée avec une cruauté nécessaire. Il est mort 1 an plus tard, non pas vaincu, mais apaisé. Notre histoire n'est pas une simple histoire de fin heureuse. C'est l'histoire d'une vengeance qui a révélé un amour brutal, qui a provoqué un pardon inattendu et a transformé un empire familial. La sonnerie de téléphone n'a pas seulement changé une entreprise, elle a sauvé 2 âmes.